Par contre, il va falloir demander à l'oiseau d'arrêter de chanter derrière parce que c'est insupportable pour nous. On vit en métropole, on n'a pas tous la chance d'aller vivre au Mexique, Louis. Donc, s'il te plaît, essaye de pas dégoûter tout le monde et demande aux oiseaux d'arrêter de chanter derrière. C'est pas... Job pour moi, c'est la même chose, c'est-à-dire que si on est content du job qu'on fait, on peut en parler, on peut parler de choses personnelles. Pour moi, le LinkedIn, c'est personnel. Et si on est fier de l'entreprise pour qui on travaille, on va en parler. C'est aller consommer plus de contenu, c'est-à-dire un LinkedIn et le mettre en avant. C'est-à-dire que par exemple sur mon CV, moi, il y a écrit, voilà, vous n'avez vu que 10% de mon CV, allez voir mon LinkedIn. C'est mon appel à l'action principal et il y a un Calendly. Presque aucun étudiant n'utilise Calendly alors que c'est hyper simple à mettre en place. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de System Sales, le podcast qui donne enfin la parole aux ingénieurs pour pouvoir partager avec vous leur parcours exceptionnel dans la vente, l'entrepreneuriat ou la transition écologique. Aujourd'hui, je reçois Louis Deslus, le monsieur moustache de LinkedIn, qui vous aide à trouver un job, une alternance ou un stage de manière complètement gratuite grâce à getjob.fr. Louis est aussi digital nomade et nous avons enregistré cet épisode en direct du Mexique. C'était carrément rageant de le voir avec une plage derrière lui, le bruit des oiseaux et le soleil. Je peux vous dire que franchement, à un moment donné, on se demande ce qu'on fait encore en France. Voilà. Dans cet épisode, on a parlé évidemment un petit peu de digital nomadisme, mais pas que. On a essayé de faire un épisode complètement activable sur la recherche d'emploi et la méthode que vous propose Louis gratuitement encore une fois. Si vous voulez soutenir ce podcast et m'encourager à poursuivre ces passionnantes interviews, je vous encourage toujours à le noter 5 étoiles sur Apple Podcasts, sur Spotify, à laisser un commentaire sur la plateforme d'Apple, à participer aux échanges sur LinkedIn. Vous trouverez dans le descriptif le lien du post pour pouvoir échanger, débattre autour de l'épisode. N'hésitez pas à partager le podcast et ses épisodes sur vos réseaux sociaux favoris. Merci à vous, je compte sur vous. Gros bisous. Allez, je vous laisse en compagnie de Louis pour ce nouvel épisode de System Sales. Bienvenue dans ce nouvel épisode de System Sales. Je suis ravi d'accueillir aujourd'hui Louis Deslus. Alors d'ailleurs, je ne sais pas si on dit Deslus ou Delus ou Delu. Donc tu vas nous dire ça. Tu nous fais une petite clarif sur la prononciation et je te laisse te présenter aux invités, Louis. Aux auditeurs, Louis. Oh là là, aujourd'hui, ça va être compliqué. Allez, vas-y. Donc merci beaucoup pour l'accueil. C'est un grand plaisir d'être sur le podcast et on dit Deslus, donc la première solution Ouais. était la bonne. Pour information, sur LinkedIn, il y a une solution avec son téléphone, on peut enregistrer la prononciation de son prénom et à côté de son prénom, il y a le petit logo pour écouter la prononciation. Donc voilà, Ah, ça ah bah marche comme attends. ça. Attends, on va voir si ça fonctionne, si je clique dessus. Louis Deslus. Ah ben voilà, tout à fait. Bah c'était ça. Super, merci pour le premier hack. On a dit qu'on faisait un épisode hyper activable. Donc là, vous voyez, même pas une minute d'épisode, on a déjà un super hack. Et tu t'es basé où, toi, Louis? Aujourd'hui, là, je suis à Mexique. Je suis au Mexique, je suis sur la côte pacifique à Puerto Escondido parce que je suis digital nomade. Donc, c'est-à-dire que je travaille sur Internet, à distance, sur le marché français. D'accord, ah, c'est complètement fou là. Donc là, tu as le soleil, la mer, C'est ça. un Étant perroquet surfeur, derrière voilà. toi. C'est Ah oui, ça. d'accord. Super, super, super. Et du coup, comment tu organises tes journées par rapport à ça? J'essaie d'avoir des journées assez productives. Je me lève assez tôt, vers 6h30 du matin. Je fais un peu de sport, je travaille, et après, ça me permet de finir mes journées assez tôt et de pouvoir profiter sur place et de travailler un minimum sur le marché français parce que j'ai 7 heures de moins que de moins que le marché français. D'accord. Donc aujourd'hui, si je ne me trompe pas, tu as deux activités. Une activité principale, qui est laquelle? Alors du coup.
Voilà, l'activité principale, c'est que je suis salarié pour un logiciel à destination des ressources humaines et des recruteurs plus particulièrement, qui leur permet de recruter sur LinkedIn. C'est un logiciel voilà, qui permet de faire de, d'augmenter la productivité des recruteurs, de garantir une meilleure expérience candidat des candidats sur LinkedIn et de leur fait gagner énormément de temps aux recruteurs parce que recruter sur LinkedIn, c'est très chronophage. Et D'accord. mon autre activité, Ouais, du coup, j'ai vu, bah, tu mets très en avant sur ton profil une activité, un side business où tu te proposes d'aider les gens. Enfin, je te laisse en parler, tu en parleras mieux que moi d'ailleurs. oui, tout à fait, c'est GetJob, ça a été lancé il y a 2 ans. C'est une plateforme qui est 100% gratuite, il y a zéro appel à l'action payant pour des étudiants et des demandeurs d'emploi, où je leur donne des conseils marketing et commerciaux pour apprendre à se vendre sur le marché du travail, parce qu'on sait, le marché du travail, c'est un marché avec des offres et des demandes, où il va falloir être la meilleure solution possible pour répondre à des problèmes pour les entreprises. Et donc, je donne des D'accord. conseils actionnables aux étudiants et demandeurs d'emploi. D'accord. Donc, c'est autour de ça qu'on a voulu axer l'épisode. Par contre, il va falloir demander à l'oiseau d'arrêter de chanter derrière parce que c'est insupportable. Pour nous, on vit en métropole. On n'a pas tous la chance d'aller vivre au Mexique. Louis, donc s'il te plaît, essaye de pas dégoûter tout le monde et demande aux oiseaux d'arrêter de chanter derrière. Ok, C'est je pas vais très essayer de sympa. voir si je peux leur Bon. parler, on va voir. Ok, ça va. Du coup, comment ça t'est... Ouais, alors, juste pour recadrer, System Cell, c'est un podcast sur lequel on interviewe les ingénieurs. Moi, ce qui m'avait marqué un petit peu dans ton flux d'actualité, c'était que tu avais décidé justement de reprendre des études, de finaliser un master qui te donne absolument le droit d'être interviewé aujourd'hui. Mais est-ce que justement, par rapport à toutes ces... par rapport, toi, tu avais déjà un side business. Par rapport à ce qu'on voit, tu es digital nomade. On pourrait penser que c'est pas forcément nécessaire d'avoir besoin de refaire des études ou de faire des longues études, etc. Qu'est-ce qui t'a donné envie justement de confirmer un petit peu tout ça et comment tu as réussi à gérer ça par rapport à en anglais, tes expectations, mais par rapport à tes attentes en tant que nomade, justement. Euh, Moi, j'étais déjà nomade quand j'étais en master. C'est-à-dire que moi, j'ai fait D'accord. un cursus classique, j'ai pas arrêté, c'est pas une reprise d'études, j'ai continué mes études, j'ai fait un bac plus 5 directement et j'ai fait de l'alternance parce que pour moi, faire un master juste pour faire un master, ça n'a pas grand-chose à part avoir du réseau. Les compétences, on les a en pratiquant. Et c'est pour ça que je suis vraiment un fervent un défenseur de l'alternance. Et j'étais en alternance en full remote et j'ai voyagé. Et donc je revenais juste en France pour les cours. Et maintenant, il y a même des écoles comme Open Classroom qui permettent de faire des études à distance. Et si on trouve une école à distance, sur une entreprise à distance, on peut être digital nomade encore plus simplement comme je l'ai été. Parce que moi, je pouvais partir entre un mois et une semaine maximum. Parce qu'après, j'avais des cours sur place à Bordeaux. Ok, je savais pas que ça existait, c'est complètement fou. Est-ce que tu crois que ça répond à une aspiration de la nouvelle génération là aujourd'hui, enfin de ta génération, parce on n'a pas tout à fait le même âge, mais tu crois que ça répond à une nouvelle demande, ça, de pouvoir faire des alternances complètement délocalisées? Ça répond à une demande et c'est logique par rapport en fait avec les dernières nouveautés qu'on va pas citer encore une fois, qu'on voit assez dans les médias de la pandémie. Euh, mais ça répond à une demande parce que les personnes veulent voyager, veulent avoir plus de liberté, veulent travailler asynchrone. Ça va être le futur euh, pour moi, mais c'est pas adapté à tout le monde. C'est pas adapté à tout le monde, c'est juste que moi j'en ai envie, je connais des gens qui en ont envie, et les nouveaux travails dans le digital le permettent. C'est quoi le piège justement, toi qui as vécu toute ta vie professionnelle délocalisée, on va dire? C'est quoi le piège? C'est quoi ce que tu donnerais comme bonnes astuces pour réussir sa vie loin de l'entreprise en étant complètement déconnecté de l'entreprise dans laquelle on est? Restez Physiquement, connecté je parle. justement, Ouais. restez connecté. Ça va être la solution pour être productif. Garder une routine, on n'est pas en vacances, même si tout le monde nous dit qu'on est en vacances, on ne l'est pas. Donc c'est s'installer une routine, euh,
elle est différente de celle qu'on a en métropole et il faut se la trouver, il faut trouver son rythme, chacun la sienne. Il y a des très bonnes personnes qui donnent des très bons conseils. Euh, il y a Ambroise de Freemote, il y a Alex Viseo. Franchement, il y a des personnes sur le digital nomadisme, pas mal sur Instagram, qui donnent des super conseils. Voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas, vous pouvez me contacter aussi également si vous avez besoin de conseils. C'est quoi ta routine justement? Toi, tu nous as dit rapidement, ouais, on en a déjà parlé, tu te lèves assez tôt, tu fais un peu de Mm. sport, t'as vraiment calé ça, ou tu te laisses quand même de la liberté au gré des journées, Je suis des pas températures. un art de la routine. Euh, je me laisse la liberté. Ça dépend des conditions de surf. Du coup, en soi, j'ai mon panel. Je veux dire, j'essaye de voir sur les conditions de surf. Je me laisse plus ou moins de temps le matin entre le temps que je me lève et le temps où je commence à travailler pour voir si je peux aller surfer parce que c'est meilleur le matin. Et autrement, je suis pas un hard là-dessus. Après, j'essaie de me faire des séances de focus où je fais du deep working. C'est ça. Après, je trouve que c'est quand même plus facile de travailler en Asie parce on est en avance et du coup on est tranquille le matin et on peut arriver l'après-midi et faire nos meetings l'après-midi alors que c'est le matin en France. Ouais, donc ça te laisse la matinée pour faire Mm, autre chose, quoi. Et puis c'est ça. tu cales sur. Ouais, ok. Ok. Ouais, c'est une vie qui m'est complètement étrangère, c'est complètement lunaire, hein. Et du coup, pourquoi le Mexique? C'est ouvert. Il y a du Ouais. surf, il fait chaud et voilà, il y a pas de quarantaine et c'est quelque chose qui me tente. J'avais des amis mexicains en Espagne et voilà, je suis parti là-bas parce que ça me tentait. Super vague, voilà. Ok. Ok, ok. Et du coup, tu t'es trouvé un espace. T'essaies de trouver des espaces de coworking où il y a d'autres nomades ou tu t'en fiches toi complètement, c'est quelque chose qui est pas important pour toi? J'ai rencontré plutôt en after work. Après, moi, j'aime bien travailler tranquille, au calme. Le but, c'est de trouver un logement avec une bonne connexion Wi-Fi. Et moi, je travaille de mon logement. Il y en a qui arrivent pas à être productifs parce que moi, j'ai l'habitude de travailler en télétravail et tout seul chez moi. C'est bien pour moi. Après, beaucoup ont besoin d'un lieu où c'est identifié comme le travail. Donc, un coworking, il y en a pas mal. Il y a pas mal de villes hein, qui sont identifiées comme des bonnes villes pour digital nomades. Et il y a plein de complexes, des coworking, des co-living, c'est-à-dire qu'on habite avec des digital nomades et on travaille dans un espace dédié. Ok. Et du coup, toi, là où tu es actuellement, t'es entouré d'autres gens. Au niveau social, comment tu gères le truc? Après, on arrête, hein. Mais moi, ça m'amène plein de questions, je ne connais pas. Mais tu vois, au niveau social, c'est plutôt toi avec l'activité surf ou là où, comment tu. Parce que je suppose quand on est nomade comme ça, il faut arriver à garder. Il faut pas avoir peur de partir seul parce qu'on n'est jamais seul en Ouais. voyage. Pour avoir pas mal voyagé seul avant, on n'est jamais seul, on fait beaucoup plus de rencontres parce que automatiquement inconsciemment on va plus vers les autres et les autres viennent vers nous parce on est seul. Socialement, moi, comment je fais où j'arrive, je vais en auberge directement, le temps de trouver un appartement, une location. Donc là, je rencontre du monde. Et après, je suis quand même, j'aime bien la vie sociale, c'est-à-dire que je danse la salsa. On rencontre du monde en soirée. Je suis assez fêtard également. Donc le week-end, je sors, je rencontre du monde. Je surfe. Après, aussi, tout le reste de la journée, je me balade. Et en fait, quand on est tout seul, on rencontre du monde. Voilà, je suis pas très timide, donc en fait, je peux facilement rencontrer du monde. Et si on a besoin, il y a plein de choses qui existent comme Meetup, une application pour aller faire des événements avec des gens partout dans le monde. Il y a les groupes Facebook, il y a les événements Facebook. Donc c'est facile de trouver des, euh, des liens sociaux, de les construire. Par exemple, là je suis à Porto Escondido, il y a un groupe de digital nomades Facebook où il y a des événements qui sont organisés. Faut pas avoir peur. Il y a plein de lieux qui organisent des événements aussi. On n'est jamais seul, hein. On a beau partir seul, on se retrouve jamais seul. À part si on a envie. Ok. Et par rapport à ça, est-ce que toi, tu as comment tu te situes par rapport. Parce que j'ai vu passer un débat la dernière fois par rapport à ça, par rapport au fait que les digital nomades voyagent beaucoup, ou
ou pas tant que ça d'ailleurs, mais par rapport à justement à la problématique du changement climatique, etc. Toi, tu es près de la nature, tu aimes le surf, etc. Et comment tu te sens concerné par rapport à ce sujet-là, justement, et comment ça rentre en adéquation avec ta vie actuelle de digital nomade? Justement, j'ai préparé un post la semaine prochaine ou dans 2 semaines là-dessus, parce que j'ai bien vu le même post, voilà, sur quelqu'un que je connais qui est en Thaïlande. Et c'est-à-dire que ces personnes-là qui critiquent le digital nomadisme, ils comprennent pas qu'on fait du slow travel la majorité. C'est-à-dire qu'on voyage hyper lentement. C'est-à-dire que notre voyage n'a pas une plus grosse empreinte que la personne qui part 2 semaines à l'autre bout du monde. Sauf que nous, on va y rester 3 mois, 6 mois. Donc en soi, une personne qui mange de la viande élevée en batterie, elle n'a pas son mot à dire, parce que c'est hyper, d'un, c'est pas bien pour les animaux, et de deux, c'est, niveau empreinte carbone, c'est affreux. Il y en a qui font des voyages 3 fois par an pendant une semaine. Donc l'empreinte carbone ramenée à l'échelle, il est hyper élevé. Il y en a plein qui vont au travail en voiture alors qu'il y a des transports en commun. Moi ici, j'achète un vélo. Je vais ramasser les districts sur la plage. Je vais manger au marché avec les locaux et pas au restaurant à touristes. Donc en soi, je pense qu'il y a pas mal qui critiquent parce qu'ils connaissent pas. Et c'est un peu notre rôle aussi en tant que digital nomade d'évangéliser ça. Et que, ok, on peut changer digital nomadisme et changer toutes les semaines en prenant un avion de localisation. Mais pour moi, ça va à l'encontre de mes valeurs. Et Ouais, puis, voilà, c'est ça. ouais, ok. Et c'est vrai, quand on te voit dans ton cadre de travail, ça a l'air assez minimaliste. On n'est pas Mhm. du tout dans l'image du digital nomade à Dubaï, dans un immeuble, enfin, surclimatisé, où c'est complètement délirant, quoi. Totalement, totalement. Là, je suis dans une cabane sur la plage. J'habite chez une mamie. Ok, il y a la fibre, c'est cool ça. Mais elle est adorable avec moi. C'est une deuxième maman ou une deuxième mamie. Et c'est incroyable. Et aussi, je suis minimaliste. Je me détache de tout bien matériel. Euh, donc, je voyage avec un sac de 30 litres. Et ça me permet aussi d'avoir une empreinte carbone beaucoup plus faible. Euh, pour ceux qui veulent de plus d'informations, il y a Bruno Maltor qui a fait un super article sur son blog Votre Tour du Monde sur le slow travel. Quels sont les avantages? Voilà. Ok, merci pour ton point de vue sur le sujet, en tout cas. Ce que je te propose, c'est qu'on passe un petit peu sur la partie un peu plus business qui concerne ce que toi tu proposes. Alors déjà, tu le proposes de manière complètement gratuite, c'est ce que tu me disais. Totalement. C'est-à-dire que j'ai une formation qui dure 8 semaines avec un mail dans la boîte mail tous les jours. Donc c'est pas une formation, c'est une formation qu'on peut prendre en plus de sa formation scolaire, hein. Euh, c'est gratuit. On s'inscrit, on donne son mail. Et les seules informations que je demande, c'est sur l'école. Parce qu'en fait, mon business model, il est tourné vers les écoles. C'est les écoles qui payent des services GetJob pour leurs étudiants. Mais les étudiants, même sans l'accord de leurs écoles, ont une formation gratuite par mail avec chaque jour. C'est moins de 5 minutes à lire le mail et c'est des conseils directement actionnables. Même pour regarder les retours, les recommandations que j'ai sur LinkedIn, il y en a pas mal qui viennent de là. Euh, j'ai des super retours et j'ai 40% de taux d'ouverture au bout du 50e mail. Ok, qu'est-ce qui t'a poussé à lancer ce side business donc tu disais que tu as un business model, donc ça veut dire que ça te rapporte quand même de l'argent par rapport à ça. Et ouais, du coup, et qu'est-ce qui t'avait motivé à l'époque quand est-ce que tu l'as lancé dans ta jeune vie? Je l'ai lancé au début, ouais, pendant le premier confinement. Ok. Parce que j'avais de plus en plus de monde qui me demandait de l'aide. C'est-à-dire que ça fait peut-être 4-5 ans qu'on me demande de l'aide pour trouver une alternance, un stage, parce que j'ai jamais de problème. Par exemple, ces 6 dernières années, j'ai changé 9 fois de poste. Et en moyenne, je trouve en 2 semaines. Donc, c'est comme ça que c'est venu, parce qu'on me demandait beaucoup de l'aide. Au début, c'était des amis, après, c'était des amis. Et après, au bout d'un moment, je pouvais plus assumer. Donc, il fallait que je crée du contenu. Et le contenu, voilà, j'ai décidé de l'axer sur LinkedIn, j'ai créé une landing page et après j'ai créé une formation gratuite par mail. Et voilà, et les seuls appels à l'action que j'ai, c'est pour consommer toujours plus de contenu gratuit parce qu'il y a un blog sur GitJob.
Il y a des posts LinkedIn aussi qui apportent pas mal de valeur pour les étudiants. Et les autres appels à l'action, c'est juste pour avoir les coordonnées du responsable pédagogique de l'école. Donc vraiment, il n'y a rien qui est caché, il y a tout qui est gratuit et ça le restera parce que pour moi, c'est hyper important d'avoir la gratuité pour les étudiants. Et quand c'est pas gratuit, il y a des choses qui sont super bien faites. C'est par exemple SLIS, mes amis qui ont une plateforme pour aider les étudiants à trouver un job directement, qui font de la mise en relation. Là où moi je fais de la formation, il y en a, ils font de la mise en relation. Ils font payer un bootcamp 15 euros. Bon, on sait très bien, un bootcamp dans le monde professionnel, sur une journée, ça coûte plus de 200 euros. Là, ils le font payer 15 euros aux étudiants. C'est juste histoire qu'ils mettent un peu d'argent pour les motiver. Donc voilà, Ouais, parce que par principe, où tu payes un peu, donc tu t'engages un petit peu. Donc, si c'était complètement gratuit, il y aurait pas un peu c'est moins ça, d'engagement. Ouais, ok, c'est ça. ok, ok. Et du coup, tu m'avais un petit peu envoyé l'arborescence de ta formation et elle se découpe en plusieurs thématiques. On va essayer de les prendre dans l'ordre pour que tu puisses nous donner un petit peu ton point de vue sur chaque grande thématique. On va évidemment pas refaire toute Mhm, la chaîne de mails. Aujourd'hui, un des premiers thèmes que tu abordes, c'est le personal branding. Ok, totalement. tu peux nous en dire un petit peu plus, c'est quoi ton point de vue sur le personal branding, qu'est-ce que ça apporte aujourd'hui dans la recherche d'emploi, qu'on ait 20 ou 50 ans, quoi. Donc, déjà, le personal branding, ça veut dire quoi? C'est la marque personnelle. C'est l'art de vendre son profil, l'art de se mettre en avant. Pourquoi se vendre? C'est pour garantir de plus en plus d'opportunités. Je sais plus qui dit ça là, il y a pas longtemps, c'est Philippe Etchebest sur l'émission de Masterchef, non pas Masterchef, Top Top Chef. Chef? Ouais. Ouais, Top Chef, c'est le jury qui est 2 fois plus payé que les autres, alors que il n'a pas les trois étoiles, alors que les autres oui. Pourquoi? Parce qu'il a un personal branding qui est hyper solide. Le personal Ouais, c'est branding un va peu permettre, comme. voilà, C'est Esteves, mais il y a aussi l'autre chef cuistot qui était passé par Top Chef aussi, là, le chauve. Je sais plus comment il s'appelle. Mais ouais, en fait, c'est quand tu penses cuisinier, tu penses à ces deux gars-là, alors qu'on ne sait même pas si c'est les meilleurs cuisiniers du monde, quoi. C'est pas. c'est ça. Mm. Et après, pour faire un parallèle avec la recherche d'emploi, aujourd'hui, j'ai pas fait de grandes écoles et je me fais démarcher toutes les semaines pour trouver un job. Pourquoi? Parce que j'ai travaillé mon personal branding, parce que je suis actif sur LinkedIn, parce que je montre que je sais faire des choses. Et c'est ça le personal branding, c'est créer toute une marque autour de sa personne. Donc, comment on la réalise? Tout d'abord, il faut déterminer son offre. Donc, qu'est-ce qu'on propose? Quel problème on résout? Surtout, dans quel type d'entreprise, dans quelle typologie d'entreprise. Après, autour de ce problème-là, il faut élaborer un pitch, donc trouver une solution, un argumentaire euh, pour, euh, pour son personal branding. Donc, il faut pouvoir le faire en 30 secondes comme en 3 minutes. Il faut avoir plusieurs versions. Il faut améliorer son e-réputation. Donc, en fait, c'est créer une identité graphique. Maintenant, tout le monde peut le faire avec Canva. Définir à qui on s'adresse et concentrer ses efforts sur des plateformes. Pas sur une plateforme et peut-être deux, mais pas aller sur tous les réseaux sociaux. C'est-à-dire que, voilà, moi je suis sur du LinkedIn, du LinkedIn, du LinkedIn. Je parle un peu de digital nomadisme, mais ça n'a rien à voir sur Instagram, mais c'est tout. Il faut unifier aussi sa présence sur le digital, c'est-à-dire qu'on va avoir la même photo sur tous les réseaux. Voilà, si on a un site internet, on va avoir la même charte graphique sur son site internet. Et après, il faut le faire évoluer dans le temps. C'est-à-dire que notre parcours, il change et voilà, son discours doit changer. C'est-à-dire que moi, je fais du gros marketing, donc je fais du marketing digital de base. Je suis passé par le recrutement, donc j'ai changé, j'ai adapté pourquoi j'ai fait du recrutement. Et aujourd'hui, je fais du gros marketing adapté au recrutement et à l'emploi. Donc, j'ai construit mon personal branding au fur et à mesure et il a évolué. Donc voilà pour cette première partie sur le personal branding, pourquoi et comment. Ok. Et du coup, s'il y avait un truc vraiment pour démarrer là-dessus, le point de départ de ça, c'est quoi et c'est quoi ton conseil là-dessus? Définir ses objectifs. À qui on Ok. s'adresse et pourquoi et à quel problème on résout. Vraiment, c'est ça. Ok.
Ok. Et du coup, ça nous enchaîne sur la deuxième thématique. Tu en as un petit peu parlé, mais on va essayer d'approfondir un petit peu plus, qui est LinkedIn. Euh, Moi, c'est pareil dans les gens que je coach en vente, l'un de mes petits ingénieurs que j'adore. Je leur parle beaucoup de LinkedIn parce qu'ils me disent, OK, comment je fais de l'acquisition client pour mon entreprise sur LinkedIn, etc. Et comment je vais développer mon personal branding sur LinkedIn. Et comment les deux vont se recouper ensemble. Et souvent, le point de blocage, le point d'achoppement par rapport à ça, c'est je veux pas mélanger je veux pas mélanger mon profil entreprise avec mon profil personnel. C'est quoi ton point de vue là-dessus, justement? Déjà, pour moi, c'est la même chose. C'est-à-dire que si on est content du job qu'on fait, on peut en parler, on peut parler de choses personnelles. Pour moi, le LinkedIn, c'est personnel. Et si on est fier de l'entreprise pour qui on travaille, on va en parler. Mais l'entreprise n'a pas à nous obliger de parler d'être actif sur LinkedIn. C'est à elle d'être tellement bien on est trop fier de travailler pour elle et on va en parler. Donc pour moi, c'est d'abord un profil personnel au service de l'entreprise si l'entreprise le mérite. Ah ouais, c'est super ton point de vue. C'est la première fois que je l'entends tourner comme ça. Donc pour toi, LinkedIn, c'est avant tout un profil personnel où voilà, tu développes ta marque et la cerise sur le gâteau, c'est ton entreprise, tu en parles. Du coup, ça met un peu par rapport à ceux qui font de l'acquisition d'inbound via LinkedIn, c'est un peu pour leur entreprise, je parle, hein. Tu penses que ça fonctionne quand même d'avoir un profil uniquement personnel et arriver quand même à faire de l'acquisition? Par exemple, je prends certaines personnes qu'on voit beaucoup sur LinkedIn, hein, qui sont quand même, je prends Enzo Cucci par exemple, lui, il est, voilà, sa bannière c'est Sunday, il parle énormément de Sunday, et pourtant c'est son branding à lui, mais voilà, sur sa bannière, etc. Et comme il doit faire aussi de l'acquisition pour Sunday via LinkedIn, il le met très en avant. Oui, tout à fait. Mais c'est parce qu'il est fier de sa marque et sa marque le Ouais, mérite, tout simplement. ok, Donc ok. pour moi, ça doit être tourné comme ça. Et si on veut des collaborateurs, si on veut faire de l'employee advocacy, il faut que nos collaborateurs soient fiers de travailler pour nous. Et ça marchera d'abord. Il faut pas les forcer. D'accord. Donc voilà. Et quelle est l'approche sur LinkedIn une fois qu'on a mis en place sa page personnelle un peu vitrine, hein, on va pas rentrer dans les détails de chaque Mhm. élément, mais pour commencer à développer le point de départ que tu conseillerais pour commencer à développer son réseau euh, et, euh, et pourquoi pas même se lancer sur une stratégie de contenu, quelle est Mhm. fréquence, quel contenu justement, surtout quand on est en recherche d'emploi ou pas d'ailleurs. C'est quoi ton point de départ à toi là-dessus? Pour moi, il y a deux stratégies sur LinkedIn. Il y a l'inbound et l'outbound. L'inbound, c'est de faire venir les gens à soi, et l'outbound, c'est aller les chercher. Donc, il faut D'accord? toujours commencer par l'inbound. Parce que faut toujours séduire avant d'aller contacter des gens. Et si déjà des personnes sont séduites naturellement, la prospection va bien mieux marcher. Donc, comment on commence l'inbound? Déjà, on a un profil qui est ultra enrichi. J'ai fait un podcast là-dessus avec Chloé. Voilà, vous pouvez chercher dans mes anciens posts sur le profil LinkedIn, je détaille tout. Vraiment quelque chose d'ultra actionnable, et j'en fais un aussi avec Enzo de Padawan qui va sortir bientôt aussi sur le profil LinkedIn, dédié au profil LinkedIn, donc restez alerte. Euh, une fois qu'on a son profil LinkedIn, il faut établir sa ligne éditoriale, bien sûr, sur son problème. Et là, je peux renvoyer voilà, vers Scalasia, par exemple, qui partage pas mal un- une structure qui est tofu. Donc, on va parler à top de funnel, on va faire du contenu qui va attirer beaucoup de monde. Middle Mofu, donc middle, on va apporter de la valeur un peu plus sur notre thématique. Et bottom of the funnel, on va vraiment apporter de la valeur, créer du contenu sur notre cœur de métier, sur ce qu'on a envie de convertir les gens. Et pour ce qu'on, bien sûr, si on est sur LinkedIn, c'est qu'on a un objectif, qu'il soit financier ou non. Donc il faut établir sa stratégie. Une fois qu'on l'a établi, on crée du contenu. Il faut être récurrent dans son contenu. C'est-à-dire qu'il faut, si on n'a pas beaucoup de temps, on n'a pas l'habitude, on va commencer par un post par semaine. Dès qu'on se le sent, on va augmenter à deux. Il faut être régulier. Donc, autant commencer à petit. On parle beaucoup des posts, mais par exemple, je gagne presque autant en notoriété en commentant d'autres posts de personnes qui sont influentes que en postant moi-même. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai remarqué. Si je mets des commentaires qui sont pertinents, j'attire automatiquement du monde sur mon profil. Bien sûr, sur des commentaires, sur des posts qui sont un peu viraux, sur des personnes influentes.
Donc voilà, ça c'est mon approche en inbound sur LinkedIn. Donc créer du contenu sur sa stratégie, aligné avec sa stratégie, et commenter des posts pertinents dans son secteur. C'est pas sur la partie contenu tofu, mofu, bofu, là, c'est pas un peu trop dense quand on se lance de se dire il faut que j'adresse 3 niveaux de funnel, etc. Moi, je pense que enfin, ça pourrait faire un petit peu peur à ceux qui veulent se lancer. C'est quoi le mieux? C'est de plutôt faire valoir sa connaissance technique, toi, d'adresser vraiment, montrer qu'on est un spécialiste sur un domaine, même pas en étant spécialiste, mais qu'on connaît un domaine, qu'on aime parler sur un domaine, plutôt que déjà aller chercher trois niveaux d'approche différents. C'est quand même le mieux. Après, elle se résume quand même en deux parties. C'est-à-dire, on va parler lifestyle. C'est-à-dire, on va parler de valeurs, de choses qui nous tiennent qui nous tiennent à cœur, d'histoires qu'on a à raconter, d'actualité. Donc ça, c'est un peu la partie un peu mainstream qui va s'adresser à beaucoup de monde. Et après, on va avoir sa partie d'expertise, sa partie métier, où là, voilà, il y a deux types de contenus quand même à créer dès le début. C'est ces contenus qui vont nous identifier comme personne et voilà, qui sont plus orientés sur la soft skills, sur la personnalité. Et une deuxième type de contenu qui va être plus axé sur le métier et l'expertise. Donc quand même, il y a deux types de contenus dès qu'on commence, de bien identifier les deux types de contenus qui va nous permettre aussi d'en créer plus facilement. Ok, très clair. Je te propose qu'on passe à l'étape suivante, qui sont aussi des sujets qui restent intéressants, même avec le développement intense des réseaux sociaux. Le CV n'est pas mort. Tu confirmes, le Bien sûr. CV n'est pas mort. Ok. Il n'est pas Donc, mort. et du coup, il est important de toujours savoir faire un CV qui soit pertinent. Donc, bah, voilà, je te laisse peut-être en parler un petit peu. Tu en parles mieux que moi. Je ne suis pas du tout un expert du Bien recrutement ou de sûr. la recherche d'emploi. Donc, Voilà, le CV, pour moi, il n'est pas mort, mais un LinkedIn est bien mieux qu'un CV. Parce qu'un LinkedIn, un recruteur, j'ai été recruteur, c'est beaucoup plus simple à identifier les compétences, le savoir-faire, parce que tout est au même endroit sur un LinkedIn, alors que sur un CV, voilà, tout le monde le présente différemment. Euh, le CV, moi je vous recommande de le faire sur Canva, il y a plein de modèles, c'est facile à faire. Il faut mettre quoi les éléments dans un CV? Il y a un titre, une promesse, comme sur LinkedIn. À quel problème on résout? À quel problème on résout? Il faut une photo. Moi, je suis team photo parce que si quelqu'un nous filtre sur notre photo, c'est qu'il faut pas travailler pour lui. Qu'il soit raciste ou peu importe, sexiste, voilà. On met une photo et au moins j'aime bien dire ça et désolé pour la vulgarité, c'est un filtre à con quoi la photo. Il faut des soft et des hard skills, les séparer en deux, donc des savoir-faire niveau hard skills et des savoir-être niveau soft skills. Faut mettre ses loisirs parce que ça crée de la tâche avec le recruteur. Il faut mettre ses expériences bien sûr et les détailler et pas juste ce qu'on a fait. Qu'est-ce que ça va apporter dans l'expérience qu'on vise, le job qu'on vise? Qu'est-ce que ça peut apporter ces expériences? Et toutes les expériences apportent des compétences transversales. Je veux être manager dans une équipe, mais j'ai eu le BAFA et j'ai été animateur dans un centre de loisirs. Ok, ben c'est transférable. J'ai fait du management d'enfants, totalement. Et les responsabilités et tout ça, il y en a énormément, donc c'est transférable. Il faut mettre ces formations, détailler en quoi également elles vont aider à notre futur job. Et après, il faut mettre des appels à l'action. Et ça, je le vois quasiment pas. c'est vrai, Euh, c'est quoi? Ça les appelle à l'action sur CV, ça me. c'est aller consommer plus de contenu, c'est-à-dire un LinkedIn et le mettre en avant. C'est-à-dire que par exemple sur mon CV, moi, il y a écrit, voilà, vous n'avez vu que 10% de mon CV, allez voir mon LinkedIn. Euh, c'est mon appel à l'action principal et il y a un Calendly. Presque aucun étudiant n'utilise Calendly alors que c'est hyper simple à mettre en place. Tout le monde peut l'utiliser, c'est gratuit et ça permet une action. C'est vraiment actionnable qu'on appelle à l'action, c'est-à-dire qu'un recruteur il va se demander, oh, c'est mince, bon, quand je pourrais le contacter, il faut que je lui demande quand il est disponible. Après, il faut qu'il me revienne vers moi avec ses disponibilités. Il faut qu'on fixe. Bref, c'est trop d'étapes alors Ouais, que il prend un calendrier, il prend un appel et ça marche tout seul. Moi, j'ai trouvé une alternance en full automation grâce à Calendly et j'ai eu 6 entretiens en une semaine. qu'est-ce que tu appelles en full automation? Vas-y, raconte-nous un peu.
Parce qu'on parlait sur LinkedIn et j'ai parlé que d'inbound sur LinkedIn, mais là il y a de l'outbound aussi. L'outbound, c'est aller chercher des personnes. On va aller chercher comment? On va aller chercher déjà les membres de son réseau 1. On va leur demander de faire du réseautage. Est-ce qu'ils ont une opportunité pour nous? On va leur adresser une campagne de messages euh, pour savoir si ils ont des opportunités, si ils connaissent du monde qui pourrait nous recruter. Et après, il y a de la prospection sur un réseau 2 et 3, donc ceux qu'on n'a pas en réseau déjà, ceux qu'on n'a pas en lien. Et ceux-là, on va leur adresser une campagne pour savoir quelles sont les problématiques du métier. On va parler métier avant de demander des opportunités à eux parce qu'ils ne nous connaissent pas. Donc on va les flatter, on va contacter des personnes qui ont le même poste qu'on vise. On va leur demander des conseils sur le métier et après on découle sur la demande d'opportunités et ça te crée du piston directement s'ils peuvent te pistonner dans leur entreprise. Donc c'est ça la prospection et moi j'ai tout automatisé et j'ai trouvé une alternance en une semaine comme ça. Ok, bon, bah écoute. Ouais, donc du coup, voilà, le marketing automation, ça marche aussi pour trouver du boulot. Ouais, c'est ça. Le call to action et le moins de friction possible, comme sur une page de vente. C'est ça, totalement, totalement. Et on va essayer de se former au copywriting également. Il y a des cadors hein, sur LinkedIn. Même il y a des gens qui parlent copywriting RH, des choses comme ça qui sont vraiment à suivre. Euh, ce que je recommande. Et après, pour la prospection, il y a des logiciels qui sont assez simples. Moi, je recommande Neodil, Neodal, qui est vraiment très bien et c'est le plus simple à utiliser. Et c'est dans le cloud, donc en fait, il tourne en arrière-plan. On n'a même pas à ouvrir Internet, son ordinateur pour que ça marche. C'est quoi? C'est un outil pour. Neodil, voilà, Ok, de sales. d'automation. Ok, sales Ok. automation. Ok, Il est plus d'accord. voilà d'aide à la prospection que automation parce que le but c'est vraiment d'être dans les clous de LinkedIn, de respecter les limites. On va pas jouer avec le feu, on prend pas d'alerte avec ça. C'est pas un outil de growth en mode automation, c'est vraiment d'aide à la prospection quoi. Ok. Et je reviens sur la partie CV. Tu parlais de promesses. Quel type de promesses on peut mettre justement quand on sur son CV? C'est Totalement. Là, il y a pas longtemps, j'ai coaché un étudiant qui s'appelle Ruben Thomas et qui a très bien appliqué ces conseils-là. Et, lui, voilà, son objectif, c'est d'être développeur front-end. Il a mis comme promesse, voilà, développeur front-end, et il a mis son objectif, créer des applications capables d'aider le plus grand nombre. En gros, il se met au service des agences pour développer des applications. Et la suite de sa promesse, c'est votre futur développeur web en alternance. Et donc, il présente sa promesse, c'est-à-dire qu'il adapte, il s'adresse à qui? Il s'adresse aux agences. Il fait quoi? Il fait du développement et il a des valeurs derrière et il veut aider. Donc, par exemple, pour moi, ma promesse, c'est je t'aide à trouver un job, une alternance ou un stage. Euh, donc, on sait à qui je m'adresse, c'est des étudiants et des demandeurs d'emploi. Ma promesse, c'est une formation 100% gratuite. Et après, je fais de l'assurance, c'est-à-dire que voilà, je suis recruteur, j'ai été recruteur, donc talent acquisition. Et donc, c'est ça que je fais, c'est sa promesse. J'ai fait un article là-dessus sur GetJob, vous pouvez aller voir. C'est vraiment apprendre à se vendre en une phrase. Euh, Qu'est-ce que je propose, à qui je le propose et comment je le propose en une phrase. d'accord. Ouais, ok, très clair, très Comme clair. en sales. C'est sa promesse en sales, mais là, c'est en recrutement. Ouais, moi je le dis aussi, hein, c'est même bah après on va y arriver, je pense, à l'entretien, mais ouais, c'est un peu comme une vente, hein, savoir comprendre ce que recherche l'employeur et essayer d'adresser une proposition de valeur à ce qu'il recherche. Et, euh, et effectivement, c'est complètement ça. Et d'ailleurs, du coup, on peut sauter directement. Non, on va pas sauter, on va essayer de rester sur le fil rouge qu'on s'est fixé. Euh, mais bah non, parce qu'en fait, finalement, avant d'adresser une lettre de motivation, je suppose que tu as quand même, avant, tu t'es un petit peu rencardé sur l'entreprise, sur ce qu'il recherchait. Donc, comme en vente, comme je te disais, je pense qu'il y a une phase de découverte du besoin. Comment d'ailleurs tu mènes cette phase de découverte du besoin quand tu n'as pas forcément accès au recruteur? Tu vas écrire ta lettre de motivation parce que tu suis une annonce générique. Comment on arrive à faire cette phase de découverte de leurs besoins réels
Et comment, du coup, sur la lettre de motivation, qu'est-ce que tu peux donner comme tuyau? Donc là aussi là-dessus, moi j'ai un template de lettre de motivation avec des cases à remplir qui va vraiment aider à la personnalisation. Et la personnalisation, on va aller chercher des éléments sur l'entreprise. Et comment on va chercher des éléments sur l'entreprise? Donc il y a plusieurs endroits. Donc il y a la fiche de poste tout d'abord. Si c'est une candidature spontanée, voilà, on peut aller chercher sur le site, sur les profils des personnes sur LinkedIn. On va Google le nom de l'entreprise. Il y a souvent une fiche, une page Welcome to the Jungle, où il y a des vidéos témoignages. On va rebondir sur des éléments et on va prendre des éléments chiffrés. On va féliciter l'entreprise. Donc, il faut vraiment parler de l'entreprise et arrêter de parler à la première personne quand on s'adresse à une entreprise. Donc, euh, donc voilà, c'est aller chercher des éléments sur l'entreprise euh, pour pouvoir la flatter et dire qu'on s'est renseigné, qu'on est bien motivé par l'entreprise, on sait ce qu'elle fait. Voilà, parce que des fois, les étudiants, ils candidatent à la chaîne et ils savent même pas à qui ils se sont adressés, et c'est bien dommage, et c'est normal s'ils trouvent pas, quoi. Ouais, bon, ça paraît un peu. On enfonce une porte ouverte, mais c'est toujours utile de le rappeler. Je me rends même pas compte, moi, qu'on puisse répondre de manière générique à un poste. Et du coup, justement, par rapport à ce que je disais, comment tu t'arrives, toi, à essayer d'aller, même en préparation de l'entretien ou avant de faire la lettre de motivation, est-ce que tu conseilles des choses pour aller essayer de pénétrer l'entreprise, pour essayer d'avoir le plus d'infos possible ou pour voilà, essayer de mener cette phase de Ouais, découverte totalement. en amont? Déjà, il faut utiliser un outil pour gérer ces candidatures et gérer toute cette info. On peut pas toute la retenir sur un Google Doc ou sur un Excel, c'est Bagdad. Il faut utiliser Prepint. C'est un outil de gestion de candidature qui est super, qui est fait par mon ami Jean-Baptiste et qui va permettre d'engranger toute l'information. C'est-à-dire qu'on va pouvoir aller prendre des notes sur l'entreprise, mettre le lien de l'offre, le lien du site internet. On va pouvoir aussi aller chercher les coordonnées, mettre les coordonnées des contacts. Et ça, souvent, elles sont pas données, mais il y a une petite application qui s'appelle snov.io, snov.io, qu'on peut mettre sur le site internet de l'entreprise et trouver directement les coordonnées de l'entreprise, le mail, voilà, des bonnes personnes. Et après, on compare avec les profils LinkedIn et on peut facilement avoir le mail du recruteur pour s'adresser directement à lui au niveau des relances. Donc ça, tout ça, on le rentre dans l'outil. Et au moment de préparer sa candidature, on n'a même plus besoin d'aller sur le site. On sait sur quoi on doit insister, quel chiffre marquant a réalisé l'entreprise ou sur quelle valeur ils défendent. Euh, et tous ces actions, et on peut aussi trouver le problème d'entreprise, quel problème auquel je peux répondre avec mes compétences et mon savoir-faire, mon savoir-être. Tu conseilles, toi, d'aller sur LinkedIn, trouver des employés de l'entreprise, prendre contact avec eux, d'essayer d'aller un petit peu discuter ou c'est un peu trop invasif au début? C'est très mal fait, mais c'est vraiment, moi je le conseille à 100% de le faire, mais la majorité le font mal parce que ils y vont en mode prospection de bourrin comme en sales, hein. Si on arrive direct et on pose notre offre sur la table, ça marche jamais. Il faut aller demander des conseils sur le métier. On va aller contacter les personnes qui sont dans notre secteur d'activité dans l'entreprise et on va leur demander, ah, voilà, comment tu as fait pour arriver là? Quel conseil tu me donnes pour que je développe plus de compétences? Quel conseil tu me donnes pour que je sois, pour que je fasse une meilleure candidature? Et à la fin de l'échange, tu peux demander, ah, ben justement, j'ai vu qu'il y avait cette offre dans ton entreprise. Est-ce que je peux venir de ta part, comme tu as créé du lien avec cette personne-là, et à 90% des chances, il va te dire oui. Donc en fait, tu viens de te créer une recommandation, un piston, quoi. Yes. Ok. Dans la partie recherche de job, justement au niveau des relances, c'est quoi tes astuces par rapport à la relance? Relance téléphonique, relance par mail, quelle fréquence? Est-ce qu'il faut savoir attendre quand on te dit d'attendre? Hum, J+7. J+7, une relance, si on n'a pas de nouvelles, même si on nous a dit d'attendre, c'est du J+7, mais quand c'est une relance, ça encore une fois, c'est souvent assez mal fait. Il faut relancer avec de la valeur. C'est-à-dire qu'on va pas demander où en est notre candidature, on va faire un peu plus discrètement, on va demander ah oui, voilà, on a échangé il y a une semaine, j'ai oublié de vous partager tel élément. On trouve toujours un élément dans son profil qu'on a oublié de partager, que ce soit
un book, quand on est développeur, un GitHub, des réalisations, euh, ou même des loisirs, ou des choses comme ça, quelque chose on apporte en plus à sa candidature. Donc ça, c'est par mail. On relance comme ça. Et par téléphone, c'est différent. On va là aller demander des nouvelles, mais souvent on va arriver dans un standard. Et la technique, c'est dire, ok, ben, je suis déjà en contact avec telle personne, parce qu'on sait qui est le recruteur, on sait qui est en charge de notre recrutement, parce qu'on a fait nos recherches et on les a mis sur Propint. Donc c'est pour ça que c'est beaucoup plus pratique. On n'a plus à refaire les recherches une fois qu'on a tout mis sur un logiciel d'aide. Et euh, on va appeler et on va demander, voilà, je suis en contact avec telle personne, est-ce que vous pouvez me la passer? Ok, pas de souci. Oui, c'est pourquoi? Ben, c'est pour un recrutement. Là, je suis en process avec telle personne. Ah, ok. Même si elle t'a jamais répondu, tu es en contact avec elle parce que tu l'as déjà contacté. Donc c'est une astuce pour avoir la bonne personne au téléphone. Et ça, c'est encore J+7 après le mail. Donc 14 D'accord. jours après la candidature, le téléphone. Mais t'aurais pu être un excellent vendeur, toi, c'est un truc de fou. Dans ta recherche d'emploi, c'est toutes les techniques possibles du bon vendeur aussi, quoi. C'est la même chose en fait. On est sur Ben, le même schéma. j'ai un peu un profil sales marketing, les deux, comme en fait, ben, j'aide dans mon métier, j'aide les sales à faire plus de ventes, hein, avec des outils, des choses comme ça, en tant que marketeur, en tant que grosse marketeur. Donc, je maîtrise les techniques de vente et j'ai une grosse appétence pour la vente, hein. Je faisais du trafic de cartes Pokémon, j'avais 8 ans, donc, euh, Ah donc, ouais, ouais. d'accord. Mm. Ok. Déjà entrepreneur dans l'âme à 8 ans, quoi. C'est ça. Et vendeur. Mm. Et j'ai noté une ou deux questions à te poser après, mais on va essayer de rester sur la structure. On arrive enfin à l'entretien. Mhm. Tu as réussi à décrocher un entretien. Au-delà du pitch, de son personal branding, etc., qu'on a déjà un petit peu mentionné, euh, comment tu te prépares justement aux objections? C'est quoi les objections courantes qu'on peut rencontrer lors d'un entretien? Les objections courantes, ça va être vraiment sur notre parcours. Est-ce que c'est logique? Est-ce qu'on l'a bien vendu? C'est-à-dire que des objections, elles vont être très faciles à contrer si on a bien fait sa lettre de motivation, par exemple. Sa lettre de motivation, elle est là pour nous vendre. On connaît très bien l'entreprise, qu'on a fait ses recherches. Si on a personnalisé sa lettre de motivation, comme je l'ai dit auparavant, les objections, on va y répondre parce qu'on connaît très bien l'entreprise et on se connaît très bien. Notre parcours, il est logique, on le connaît par cœur. Donc, les objections, euh, ça peut être sur des expériences qu'on a eues. Ah, ok, mais concrètement, vous avez appris quoi? Ça va nous servir à quoi? Ça, c'est parce que tu l'as pas assez bien vendu dans ton pitch et que tu l'as pas assez bien préparé. Euh, les objections, ça peut être aussi des choses assez déstabilisantes pour savoir qu'est-ce que, euh, dans quelle situation vous allez pouvoir être à l'aise ou non. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut donner comme exemple? Euh, Ça va souvent commencer par un oui mais, et oui mais vous avez déjà été confronté à telle situation. Et là, souvent, ça peut être un non, parce qu'en fait, c'est une expérience nouvelle souvent. Sauf qu'il faut réussir direct à rebondir sur une compétence ou un savoir-être ou savoir-faire similaire par rapport à son parcours. C'est pour ça qu'il est très important de bien savoir se vendre, de bien avoir travaillé son personal branding et sa lettre de motivation auparavant pour pouvoir rebondir facilement. Ok. Bah écoute, ça me paraît quand même hyper dense, hyper riche. Évidemment, on conseille aux gens d'aller s'inscrire pour recevoir tous les tips en continu sur 8 semaines. Moi, j'ai une autre question et ça a l'air de... Je ne sais pas si tu le traites à travers ça. Là, on a donné toutes les astuces pour trouver le job et être embauché. Mais qu'est-ce que tu conseilles, toi, quand on va justement aller en entretien pour s'assurer que l'entreprise correspond à ses propres valeurs, qu'on ne s'est pas fait monter un film par rapport au poste et à l'entreprise. Est-ce que tu as des éléments que tu conseilles quand même de poser ou des choses à vérifier pour s'assurer que on n'est pas en train de partir dans n'importe quoi, de faire une projection un peu idéalisée des choses et il faut quand même s'assurer un minimum de basique. Donc, quand on a fait son travail sur la lettre de motivation, sur la recherche de l'entreprise, bien sûr aussi cette lettre de motivation peut être faite en vidéo. Moi, je la fais, sur les dernières expériences, je l'ai fait en vidéo, ça marche mieux, ça va plus vite à faire. Je vais faire un post dans pas longtemps là-dessus. Euh, et, euh, et donc, comment on s'assure que l'entreprise correspond à nos valeurs? C'est simple. Une fois Ou que qu'on a, l'entreprise est, ouais, où l'entreprise est solide, ou que le poste correspond bien à ce qu'on veut faire, etc.
Donc l'entreprise est solide, il suffit d'aller regarder les bilans. L'année dernière, ils sont publics. Euh, les bilans et des notations de l'entreprise il y a plusieurs critères il y a plusieurs entreprises qui évaluent les entreprises. Donc si la boîte est sereine. Mais après, c'est plus sur les valeurs, c'est encore plus important, je trouve, pour moi, est-ce qu'on aille dans un travail qui nous correspond. Euh, on a déjà analysé l'entreprise, son site, on est en contact avec les personnes de l'entreprise, on voit comment ils réagissent. Si on a des doutes, on va poser des questions sur des points clés. Et on va poser aussi des questions qui sont assez rares, quoi. Les candidats posent peu, mais je trouve que c'est hyper important et ça montre qu'on est vraiment motivé sur comment s'organise une journée type dans l'entreprise. Est-ce qu'il y a du team building? Euh, Quels sont les combats de l'entreprise? Tu peux dire, voilà, j'ai vu que voilà, le combat, voilà, c'est donner accès au plus grand nombre à la technologie via tel biais et tel biais. Euh, Est-ce que, voilà, concrètement, à quoi ça correspond, vous, au quotidien, dans vos missions, dans vos tâches quotidiennes? Donc, c'est des questions qu'on peut poser à l'entreprise pour valider qu'ils sont bien alignés avec les valeurs qu'ils promeut, et, Promeut, ouais. oui, promeut, et voir si ça correspond aux nôtres. Mais si on a fait son travail de lettre de motivation, déjà, on sait les valeurs affichées. Il suffit juste de les confirmer en entretien. Ok, ok. Ouais, c'est important, hein, pensez-y parce que de pouvoir rencontrer aussi, demander à l'entretien si vous pouvez rencontrer, ou peut-être au deuxième entretien, de rencontrer des membres de votre future équipe. J'aime bien ce que tu dis, hein, de demander comment ça se passe une journée type, une semaine type, quel est l'onboarding plan, qu'est-ce qu'il prévoit comme onboarding pour les nouveaux arrivants, est-ce qu'il y a quelque chose ou est-ce qu'il n'y a rien du tout. Euh, Méfiez-vous peut-être si on vous dit que, non, que tout est à faire pour vous, ou tu fais ton onboarding, tu te débrouilles. Je pense que là, faut faire attention un petit peu à ça. Euh, Ok, moi j'ai une question par rapport à tout, c'est une question un peu plus personnelle. Par rapport à toutes tes compétences que tu as, par rapport à ce que tu as déjà monté en side business, qu'est-ce qui te motive encore aujourd'hui dans le salariat, puisque tu es salarié, tu bosses pour une entreprise, par rapport à l'entrepreneuriat, d'être freelance ou complètement solopreneur? J'avais pas vraiment prévu d'être salarié, c'était plus pour de la montée en compétences que je le fais et des moyens qu'on me donne et des valeurs que j'ai à défendre. C'est-à-dire que là, je travaille pour un logiciel que je suis tellement content de travailler pour eux. Euh, je pourrais pas le faire tout seul, c'est-à-dire qu'il faudrait que j'ai quelqu'un qui développe un logiciel et après que j'ai à le vendre. Sauf qu'aujourd'hui, pour GetJob, je suis en recherche d'un associé pour créer un logiciel. Donc, s'il y a des amateurs de dev ou de no-code parmi les auditeurs et qui sont très sensibles à l'employabilité, l'insertion professionnelle des jeunes et des demandeurs d'emploi, il ne faut pas hésiter à me contacter. Et aujourd'hui, voilà, c'est ça que je cherche. Moi, je suis une grosse marketeur SaaS B2B. Et c'est ça qu'on m'a donné l'opportunité de faire ce job-là en full remote euh, avec des moyens pour que j'ai derrière pour travailler, mais également avec comment dire, avec des belles valeurs derrière. C'est-à-dire que c'est du recrutement, on est sur le marché du recrutement, je vais créer énormément de contenu sur le recrutement, sur comment faire du recrutement égalitaire, avec une expérience candidat améliorée, l'image des recruteurs qui doit s'améliorer également parce que c'est pas tous des méchants. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est un peu pour ça que j'ai utilisé, que je fais de l'employé, de la, que je suis employé, et également aussi parce que je souhaite investir dans l'immobilier et j'ai pas envie d'attendre 3 ans pour investir dans l'immobilier, avoir un bilan qui est assez stable pour qu'on puisse me prêter. Les banques, on a un CDI, elles prêtent beaucoup plus facilement. Ouais, non, mais évidemment, après, quand on grandit, on a un peu les pieds sur terre, si on veut un peu développer ses finances personnelles, c'est hyper important. Il faut faire des choix à des moments stratégiques, mais ça ne veut pas dire après que tu peux pas évoluer. Et comment tu arrives à gérer au niveau dans ta tête les différentes casquettes que tu as Enfin, moi, pour avoir un side business, en plus dans une activité salariale, plus le podcast, plus les enfants, plus la famille, plus. Des fois, on a un peu le cerveau. Moi, j'ai le cerveau bouilli là en ce moment, je le dis, hein,
Je suis en train de lâcher un peu tout. Mais justement, comment toi, tu arrives à gérer? Peut-être que tu n'as peut-être pas autant de contraintes ou le fait que tu sois en digital nomade, ça te permet d'aérer un peu plus ton emploi du temps. Comment tu gères tout ça, justement? Pour mon emploi du temps, Non, moi, même au niveau mental, tu vois, au niveau side business, au niveau salariat, enfin, toute cette charge mentale que ça peut représenter. ouais, Contenu, création de contenu, parce que on a parlé de création de contenu, tu es très actif sur LinkedIn, tu fais peut-être du coaching en plus, enfin voilà, tu as quand même des choses, c'est dense en fait ce que tu fais. ouais, ouais. Euh, Moi, comment je m'organise, c'est-à-dire que aussi, on parlait du salariat, j'ai la chance d'avoir une équipe où on est assez flexible, on travaille en remote et en asynchrone, c'est-à-dire on n'est pas obligé de travailler en même temps, on fait des réunions de temps en temps ensemble, mais ça s'arrête là. Euh, je m'organise parce que aussi il faut s'évacuer, il faut évacuer, il faut arriver à déconnecter. Pour ça, moi j'ai deux choses, j'ai le surf et j'ai la salsa, je danse et ça fait quand même de me libérer pas mal l'esprit. Je pense pas, voilà, je pense pas travail quand je fais ça. Après, il faut aimer ce qu'on fait. C'est-à-dire que si on n'aime pas ce qu'on fait, on va pas pouvoir, je pourrais pas faire tout ce que je fais si j'aimerais pas. Je fais des choses qui sont complémentaires, c'est-à-dire quand je parle de recrutement, bah, ça aide l'insertion professionnelle, les gens qui cherchent un emploi à savoir quel est le point de vue des recruteurs, comment fonctionne le recrutement. Et pareil, quand je parle d'insertion professionnelle, ça aide les recruteurs à voir voilà, quels sont les codes des personnes qui cherchent un emploi pour eux aussi s'aligner. Donc en soi, j'ai des business et j'ai du contenu qui, qui est complémentaire et après je m'organise. J'ai un backlog où je rentre toutes mes idées sur Notion, sur le logiciel qui est hyper facile à utiliser. Ensuite, je fais un draft, donc un brouillon. Je revois mon brouillon et je le mets en relecture, en correction. Voilà, j'ai pas la chance d'avoir quelqu'un qui a une super plume dans mon équipe ou des choses comme ça. Donc en fait, c'est ma mère. Ma mère qui relit tous mes posts et elle temporise. Des fois, elle m'a dit, ok, là, t'es un peu trop dur. Des fois, donc Ah ouais, je vais d'accord. essayer de temporiser et aussi à corriger les fautes d'orthographe parce que si on est mauvais à l'écrit, c'est pas une raison. C'est-à-dire que moi, j'ai des grosses lacunes à l'oral, ça s'entend pas trop parce que j'ai fait beaucoup de travail là-dessus et j'ai des grosses lacunes à l'écrit aussi. Mais est-ce que ça m'empêche de créer du contenu? J'ai créé beaucoup de contenu vidéo sur LinkedIn. Là, je vais lancer une chaîne YouTube pour le job euh, que je fais. Ça m'empêche pas, en fait. C'est pas parce qu'on a des problèmes d'élocution ou d'écriture qu'on peut pas créer du contenu. Ok. Donc voilà. Et du coup, tu postes à quelle fréquence? Tu es sur une fois par semaine, plusieurs fois par semaine? Je suis à deux, trois fois par semaine Deux, actuellement trois fois. Ok. et je vais augmenter ma fréquence de publication à trois, quatre fois par semaine avec également deux posts par semaine sur la page LinkedIn de mon entreprise. Ok. 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 Bon, bah écoute, je te souhaite. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter d'ailleurs? D'aider encore plus de monde. D'aider encore plus de monde? Ok. Bon, bah voilà, ok. Je voulais te poser une question. Je voulais te demander si tu avais la promo ou une demande à faire. Eh ben, tu l'as faite. Tu dis, voilà, je recherche euh, un programmeur pour travailler avec toi sur ton projet. Il y a autre chose? Tu voulais faire un petit message à passer? Ouais, si vous êtes intéressé par le recrutement, donc là, le 4 avril, il y a le lancement de NeoStaff, donc le logiciel pour qui je travaille. Si vous êtes intéressé par le recrutement, juste allez s'abonner à la page. Il y aura une newsletter également où je parle de recrutement, donc c'est moi qui vais écrire des posts sur le recrutement. Voilà, si on a parlé plusieurs fois, mais j'ai une formation gratuite, donc si vous êtes en recherche d'emploi ou si vous voulez même vous apprendre à vous vendre, si aujourd'hui vous n'êtes pas en recherche d'emploi, mais vous avez besoin d'apprendre à se vendre, à vendre son profil, n'hésitez pas. Donc voilà, il y a des petits conseils sur la newsletter Gadget, la formation. Ok. Pour le mot de la fin, je propose qu'on reclique sur le petit haut-parleur. Louis Deslus. Voilà. Ce sera le mot de la fin. Merci Louis. Merci beaucoup, Mathieu. Salut. Allez, salut. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas ou si vous avez détesté, je vous attends pour en débattre sur LinkedIn. Vous trouverez le lien du post pour en discuter dans le descriptif. Et n'hésitez toujours pas à partager autour de vous, sur vos réseaux sociaux favoris.
Et vraiment, si vous êtes un fan hardcore, vous me laissez un commentaire sur la plateforme d'Apple. Ça, c'est vraiment le top avec 5 étoiles. Voilà, boujou et à la semaine prochaine.